Parallèlement à ce programme de recherche, auquel ont été associés des chercheurs de plusieurs pays, une vingtaine de pays, un peu dans le monde entier, mais ça faisait aussi la matière de mes cours à l'école des hautes études pendant plusieurs années. Et une fois, je me rappelle, un de mes étudiants, enfin une étudiante en l'occurrence, apprenant que j'habitais à l'époque, c'était à Maurepas, donc en banlieue, elle dit « Ouais, vous nous faites des cours sur l'habitat insoutenable et vous habitez en banlieue. » Habiter en banlieue, dans son esprit, ça voulait dire avoir deux voitures. Parce qu'on ne peut pas habiter en banlieue sans qu'il y ait une voiture pour le mari et une autre pour l'épouse. Non, nous, on habite en banlieue depuis un quart de siècle. Enfin, pas tout à fait, on habitait à Montparnasse avant, mais depuis pas mal de temps, une vingtaine d'années, sans voiture. On peut très bien habiter en banlieue en faisant attention de choisir un endroit pas trop loin de la gare et pas trop loin des commerces. Ce qui est le cas ici à Palaiseau. C'est tout à fait faisable. Mais évidemment, si vous habitez dans du pavillonnaire où il n'y a rien, comme il y en a sur le plateau de Saclay, c'est comme ça. Ici, on est à Palaiseau, il y a la rue, qui est une vieille rue, une très longue histoire, qui est une rue charmante, un peu serpentante, avec plein de commerces et tout. Bref, il y a tout. Mais si vous grimpez sur le plateau où il y a eu des lotissements plus récents, il n'y a rien. Donc là, typiquement, c'est l'habitat banlieusard où vous êtes obligé de prendre la voiture pour faire quoi que ce soit. Voilà, donc ça, il faut le savoir au départ et pas... Surtout quand on s'occupe de ces questions. Donc toutes ces années-là, je me suis occupé de la ville et ça commence à l'occasion de mon deuxième long séjour au Japon. Donc le premier, c'est celui dont j'ai déjà parlé, Hokkaido, etc. Et le second long séjour, qui a duré 4 ans, c'est quand j'ai été directeur français de la maison franco-japonaise à Tokyo. La maison franco-japonaise, c'est un peu l'équivalent de la Casa Velázquez à Madrid, enfin bref, de ces instituts français qu'il y a. Dans le cas de la maison franco-japonaise, ça n'est pas un institut de langue, comme l'Institut franco-japonais de Tokyo. C'est vraiment une organisation pour les échanges culturels et scientifiques. Bon. Donc, c'est une fondation japonaise qui possède, la fondation japonaise possède l'immeuble et puis une partie du personnel. Et la partie française finance les recherches. Ça marche comme ça. Donc il y a un directeur français, mais il n'est pas directeur de la maison comme tel. Bref, ça c'est un détail technique. Et le directeur français se charge d'organiser des échanges scientifiques ou culturels, mais surtout scientifiques, parce que les échanges culturels, c'est plutôt, disons, l'ambassade et le conseiller culturel qui s'en occupent. Moi, je me suis occupé de lancer un programme de recherche qui portait sur la qualité de l'environnement urbain au Japon. Et profitant du fait qu'il y a beaucoup de boursiers architectes français au Japon, parce que l'architecture japonaise a un écho très favorable en France, et donc beaucoup de jeunes architectes rêvent d'aller au Japon. Alors ça, c'était entre 84 et 88. J'avais commencé, comme je vous ai raconté tout à l'heure, ma carrière à l'école des Beaux-Arts côté architecture, donc j'avais des liens. Et j'ai lancé ce programme qui a duré plusieurs années, qui a donné lieu à 2 livres. L'un qui s'appelait « La qualité de la ville » et l'autre, j'ai même déjà, ça me sort comme ça, c'est « La maîtrise de la ville », le 2e volume. Il y a eu 2 colloques qui m'ont permis
travaillant cette fois-ci vraiment comme chercheur avec des jeunes architectes, de voir un aspect des choses que jusque-là je ne connaissais pas, ou mal. Et d'avoir des contacts avec des architectes japonais, des architectes français. Par exemple, j'ai le livre qui est devenu La qualité de la ville. C'est le résultat d'un grand colloque, parce que j'ai organisé des colloques que j'ai organisés en 87, et où on a pu, parce que j'avais un budget, on a pu inviter Ports-en-Part, puis quelques autres, Siriani, et un troisième, son nom m'échappe, enfin, en parlant comme ça ne vient pas tout de suite. Mais ce genre de contact avec l'équivalent côté japonais. Et il y a eu une journée architecture, une journée littérature. On a eu par exemple Michel Deguy, qui était le côté français. Et puis une journée sciences sociales. Et vous voyez, ça fait 3 éclairages très différents sur le thème la qualité de la ville. Ça, c'est des choses qui vous ouvrent l'esprit. J'en ai beaucoup profité dans les années qui ont suivi. Et outre ces 2 ouvrages collectifs, issus directement du programme, il y a eu un livre personnel qui s'appelait Du geste à la cité, formes urbaines et liens sociaux au Japon, paru en 93. Ça a été mon 3e vrai livre, celui-là. Non, le 4e. Je vous en dis un mot quand même. Il y a le premier, c'est Le Japon, gestion de l'espace et changement social, dont le thème était les transformations à la fois territoriales et sociales du Japon pendant la période de haute croissance. Entre 1955 et 1973, le Japon s'est industrialisé à tour de bras et en détruisant son environnement à un degré inégalé jusque-là dans le monde, ce qui a déclenché une crise écologique et quelque chose d'inédit jusque-là dans l'histoire. C'est ce qu'on appelait le mouvement habitant. Bon, évidemment, il y a des antécédents, mais là, vraiment, un phénomène sociologique de grande ampleur, la révolte de l'habitant. C'est ce qu'on appelait le mouvement habitant, Jumi Undo. Et ils sont arrivés après des épisodes de pollution, d'empoisonnement, dont certains sont célèbres à l'échelle mondiale. La maladie de Minamata, par exemple, c'est l'empoisonnement au mercure. Ça s'est passé à Kyushu. Et d'autres du même genre. Les habitants se sont révoltés contre ce système-là. Et ça aboutit, au début des années 70, à une série de grands procès, les grands procès de pollution, qui ont finalement donné raison aux habitants. Et condamné les entreprises et l'État. Parce que l'État, lui, soutenait les entreprises, comme de juste. Et c'était très, très difficile, parce que, en particulier, les sources de pollution, c'était ce qu'on appelait les combinats. Les combinats, comme le nom l'indique, ça combine de nombreuses industries, les unes chimiques, etc., du pétrochimie, acierie et tout. Tout cela combiné rendait quasiment impossible de déterminer qui était le coupable. En fait, c'est des effets de pollution combinés. Et la magistrature, les magistrats japonais, ils ont inventé justement une législation qui permettait de prendre cela en compte. Sinon les responsables fuyaient indéfiniment. Prouvez-moi que c'est moi. En France, avec le truc qui s'est passé à Rouen, bon, au moins c'est un cas, mais dans beaucoup de cas, encore aujourd'hui, on dit, c'est le cas pour les pesticides. Pour les pesticides, aujourd'hui, ça permet à Monsanto, à Bayer, qui sont, et tous autres, même à Cabit, de rejeter indéfiniment. Vous n'avez pas la preuve que. Vous n'avez pas la preuve que. Eh bien,
ils ont jugé à partir des effets et de la conjoncture. Et, voilà, donc, il y a eu un grand tournant à partir, disons, de 75 au Japon. Et moi, j'ai écrit mon livre en 74. Donc, qu'est-ce que c'était que le Japon sous la haute croissance du point de vue de la société habitant cet archipel. Et c'était donc mon premier livre. Le deuxième livre, en écrivant le premier, et puis en méditant des livres comme Watsuzi, que j'avais enfin lu dans l'original, et d'autres, et commençant à travailler avec des architectes aussi, je me suis interrogé sur la spatialité japonaise en tant que telle. Alors là, oui, j'avais oublié de le mentionner jusque-là, Henri Lefebvre. Henri Lefebvre, et tout particulièrement le livre La production de l'espace, qui a été publié en 1974. Lefebvre, comme vous le savez, il a été un de ceux qui ont donné des idées au mouvement étudiant de 68, en partant de Nanterre, parce qu'il a enseigné à Nanterre, le mouvement du 22 mars et tout ça, les idées de Lefebvre, le droit à la ville, toutes ces choses. Donc, je l'avais un peu étudié à l'époque, un peu seulement, puisque j'étais enseignant à l'école des Beaux-Arts, chez les architectes. Et en 1974, alors que je vivais déjà au Japon, mais je suis revenu passer de courtes vacances en France avant de repartir au Japon, revenu en famille, et le bouquin de Lefebvre venait de sortir. Or, Lefebvre, ce n'était pas simplement un grand sociologue, comme ça dans le paysage intellectuel français, c'était aussi un ami de mon père. Ça aussi, ça fait partie de la contingence. Et même régionale, parce que ma famille, côté paternel, c'est les Landes, et Lefebvre, lui, c'est le Béarn. Et ils se connaissaient, je ne sais plus à l'origine comment ça a commencé, toujours est-il que de temps à autre, Lefebvre venait chez nous, et nous allions chez Lefebvre. Donc, j'étais attiré par les idées de Lefebvre pour ces doubles raisons. Et ce livre m'a très profondément marqué, ce qui fait que quand j'ai écrit mon troisième livre, le deuxième ayant été la publication de ma thèse, La rizière et la banquise, en 80, le troisième a été Vivre l'espace au Japon, au PUF. Vivre l'espace au Japon, que j'ai structuré en 3 parties, directement inspiré de Lefebvre, qui parlait de l'espace social, espace mental, espace physique. Il y a plusieurs triplicités comme ça dans la production de l'espace, et donc j'ai reproduit ça. Et j'ai la même triplicité, mais j'ai commencé par l'espace mental, parce que c'est ce qui me frappait le plus dans cette culture, au départ complètement étrangère pour moi, qui était la culture japonaise, et dans ces expressions les plus directement sensibles, telles que de dire « je ». De dire entre autres « je pense donc je suis », mais aussi tout simplement « je vais acheter du pain » ou « je vais acheter du tofu ». Parce que on se figure que la même structure existe dans toutes les langues, ce n'est pas vrai. Dans le japonais, il n'y a pas vraiment de pronom. Il n'y a pas vraiment de terme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pronom ? C'est quelque chose qui tient lieu de nom, qui tient lieu de substantif, et que vous pouvez appliquer comme un masque, parce qu'à l'origine, c'est l'idée de masque que vous avez en grec qui a été transposée en latin, mais c'est l'idée de masque. Un masque, le même masque peut s'appliquer à toute personne. On est 4 ici, on pourrait mettre successivement le même masque. Et dans le fonctionnement de la langue
le plus évident quand vous dialoguez avec quelqu'un, je deviens tu et tu deviens je. On alterne. On alterne des pronoms. Donc le pronom n'a aucun lien substantiel avec la personne, ça n'est qu'un pronom. Eh bien, et qui est universel, et qui est ubiquiste, parce que vous pouvez dire je partout, et en toute occasion, sauf dans un vocabulaire très très formalisé, comme par exemple, vous ne pouvez pas dire, autrefois vous ne pouviez pas dire au roi vous, évidemment pas tu, mais pas non plus vous, vous disiez votre majesté, hein, ou sire. Donc. Mais ça c'est des détails, c'est épiphénoménal. Tandis qu'en japonais, structurellement, vous avez des termes pour chaque situation. Alors, aujourd'hui, ça s'est simplifié par rapport à l'époque prémédienne, l'époque féodale, mais à l'époque, vous aviez des dizaines de termes pour exprimer la première ou la deuxième personne. Suivant la situation, j'emploie tel ou tel terme. Ça, c'est très, très dépaysant pour un francophone. Hein, parce que je suis je tout le temps et partout. Et je ne peux pas être autrement que je. Alors, il y en a un qui a commencé à douter, c'est Rimbaud. Je est un autre. Je est un autre. Il fallait être Rimbaud. Mais en japonais, c'est structurel. C'est-à-dire, suivant la situation, je serai tel mot ou tel autre mot, qui n'est pas nécessairement un mot, mais qui peut être toute une tournure de phrase. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est circonstanciel ou situationnel. Circonstanciel, situationnel. Et mon livre partait de ça. Et ça développait donc finalement, ça a débouché sur la question du milieu et à l'idée inverse de celle qu'exprime paradigmatiquement le « je pense donc je suis transcendant par rapport au lieu et au milieu, tandis qu'en japonais, vous êtes structurellement obligé de tenir compte de la circonstance et du lieu, et du milieu forcément. Et le reste à l'avenant. Donc le rapport entre l'être et son milieu est structurellement, linguistiquement et à tous égards autre chose que ce à quoi nous sommes habitués et que nous croyons universel, qui n'est pas universel. Et ça, on ne peut vraiment s'en rendre compte qu'en pratiquant quotidiennement et la langue et la vie dans le pays. Et par la suite, on peut en retracer certaines des sources qui peuvent être, par exemple, l'introduction du bouddhisme, le rapport à l'idée bouddhique, et plus particulièrement qui vient du bouddhisme du grand véhicule, Mahayana, qui absolutise l'insubstance, c'est-à-dire la relation, et qui a un écho privilégié dans la langue japonaise parce que la langue japonaise a un côté aspectif. C'est-à-dire que toute chose a un aspect, plutôt que d'être une substance qui serait là en soi, paf, comme un objet qui existe en soi-même, là devant moi. Non, c'est toujours un côté aspectif et que moi, je n'aurai pas le même aspect que vous n'aurez le même aspect alors qu'il s'agit du même objet. Alors, on dit oui, question de point de vue. Oui, certes, mais ça va beaucoup plus loin parce que ça retentit sur la structure de l'être et de la chose. J'en ai dit un mot tout à l'heure, je crois que c'était enregistré. Et cela, on pourrait dire que c'est une vieille histoire. Oui, c'est l'hypothèse Sapir-Whorf. Vous avez entendu parler en tant qu'anthropologue, bien sûr. C'est plus complexe que cela. Parce que je crois que j'en ai dit un mot tout à l'heure aussi. Le sanskrit, dans lequel s'est exprimé le bouddhisme,
Et donc toute l'ontologie, ou plutôt la non-ontologie, ou l'inontologie du bouddhisme, du grand véhicule en particulier, s'est exprimée dans une langue indo-européenne, dont les structures fondamentales sont analogues, très homologues à celles du français, au détail près. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. Avec la même langue, ils ont exprimé une ontologie qu'on peut dire diamétralement opposée. Et ça va même plus loin que la religion. Bon, je n'ai jamais étudié le sanskrit moi-même directement, mais la première année de ma retraite, libre comme l'air, j'ai assisté pendant 1 an au cours d'un sanskritiste, d'un collègue sanskritiste de l'école des hautes études. Et je lui ai parlé, à l'époque, j'étais en train de commencer à traduire un livre dont je vais parler plus tard, le livre de Yamauchi, Logos et Lem, Logos et Lem, qui montre, en fait, on ne peut pas dire que ce soit une logique, parce que c'est une lemmique qui travaille dans la pensée du bouddhisme du grand véhicule. Bon. Or, donc cette pensée, diamétralement opposée à celle qui a dominé l'histoire de l'Occident, elle a utilisé une langue qui structurellement est du même acabit, de la même famille. Donc ça va plus loin que l'hypothèse Sapir-Whorf. Il y a ça, plus l'histoire. Et le fait qu'avant d'arriver au Japon, ça a transité par la Chine, que les Japonais ont connu d'abord le bouddhisme à travers le chinois, et en plus, ils ont lu le chinois à la japonaise. C'était des sinogrammes, ils le lisaient à la japonaise, et ça rencontrait l'aspectivisme de leur propre langue. Alors, l'aspectivisme, ça, qui est structurellement inscrit dans le fonctionnement de la langue japonaise, ça rencontre directement ce que dans le bouddhisme on appelle l'absence de nature propre. On peut dire l'insubstantialisme. Il n'y a pas de nature propre, il n'y a pas de substance des choses. En fait, il y a la relation. Il y a la relation. Et la relation entre toutes les choses. Ce qui a finalement donné naissance à toute une ribambelle de concepts. Ça, il y en a des centaines et des milliers de concepts qui vont avec, mais un des concepts les plus décisifs, c'est celui qu'on traduit en bouddhologie par coproduction conditionnée. Coproduction conditionnée. Alors je ne vais pas entrer dans le détail de l'explication. Ça a été traduit en chinois par yuanqi. Alors yuan, ça exprime la relation, et qi, ça veut dire susciter. Et en traduisant Yamauchi, parce que yuanqi a donné directement en japonais exactement le même mot, sauf qu'il est prononcé à la japonaise, prononcé engi. Alors, à part ce détail de phonétique, c'est exactement les mêmes sinogrammes, et c'est l'idée de co-suscitation. Donc, dans toute ma traduction, j'utilise co-suscitation, et non pas comme font les bouddhologues, parce que je ne suis pas bouddhologue, coproduction conditionnée. Enfin, il y a d'autres traductions, mais c'est la traduction, disons, magistrale, canonique. Parce que mon ambition était de traduire un livre japonais dont la thèse, le propos, est de définir en tant que philosophe, et non pas en tant que théologien, enfin, en tant que spécialiste de religion, de traduire, d'exprimer et de construire philosophiquement une autre manière de penser, qui est l'idée schématiquement, c'est que le logos a donné naissance à une logique logosique, c'est-à-dire qui affranchit le logos par rapport à l'être ou à l'existence. Il se tient tout seul. C'est ce qu'on a appelé historiquement depuis Aristote, enfin à partir d'Aristote, c'est devenu la logique formelle, c'est la forme du logos lui-même. Et au contraire, avec la lemmique,
il y a tout l'aspect des choses comme elles se présentent. C'est-à-dire c'est un phénoménalisme, si vous voulez. Relationnalisme, phénoménalisme, ou une phénoménologie en acte, et qui est proche de l'existence et non pas de l'être en soi, c'est l'apparaître. Alors, vous savez que sur être et apparaître, il y a toutes sortes de jeux de mots, en particulier les disciples de Heidegger en ont inventé des tas, parce qu'il y a, par exemple, il y a être, écrit comme d'habitude, il y a être, mais écrit où vous remplacez l'accent circonflexe sur le, vous le remplacez par un S, estre, parce que estre, ça rejoint l'espagnol estar, qui n'existe pas en français, ni en anglais d'ailleurs. En anglais, vous avez be, et nous, on a être, mais on ne peut pas dire estar. Vous savez un peu, hein, vous voyez ces choses. C'est très, très différent. Hein. Donc, estre, et il y en a même, il y a aussi être, c'est les êtres. A, I, accent circonflexe, T, R, E, les êtres. Parce que c'est le lieu, c'est le da du sein, etc., etc. Bon, pour nous, ça fait jeu de mots accessible au happy few, mais il y a des langues où c'est, ne serait-ce que chez les Espagnols. Hein, donc en castillan, il y a ça. Et, enfin, il y a aussi en portugais. Mais nous, on ne l'a pas. Et en japonais, ça marche comme ça. Donc, les Japonais, on peut dire d'un mot que ce sont des phénoménologues. Et nous, on est des substantialistes. Et à tous égards, hein, c'est pas seulement la langue, c'est vraiment dans tout le comportement. Et l'accent, par exemple, la capacité de se mettre à la place de. Par exemple, je suis instituteur et vous êtes les enfants dans la classe. Mais en parlant de moi, de moi-même, je ne vais pas dire je, comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas dire je vais dire maître en parlant de moi. Parce que vous, les enfants, vous dites maître, comme on dit. Maîtresse, est-ce que. Maîtresse, je peux aller faire pipi. Bon, donc c'est ça. Si je suis une femme, je dirais maîtresse, en parlant à vous. Maîtresse, maîtresse va écrire au tableau. Comme ça, hein, c'est le fonctionnement de cette langue. On se met à la place d'eux. En particulier à la place du plus petit. Et ça conduit à la capacité de voir une âme dans les animaux, par exemple, etc., etc.